Alors, bonsoir les amis. Bienvenue aux assises mensuelles de l'AMCAR, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à ces assises mensuelles. Et tout d'abord, je voudrais remercier Si Ahmed Bennis. Merci d'être présent parmi nous. Remercier les laboratoires Novo Nordisk pour leur sponsoring et surtout pour leur engagement dans la formation continue des cardiologues. Alors, les assises d'aujourd'hui, la thématique, ça va être le TAVI. Et on a parmi nous pour la première fois Emmanuel Tégère, qui est cardiologue interventionnel à Henri Mondor à Paris. Merci Emmanuel d'être parmi nous. On aimerait bien le voir. Tiens, Maz. Pas encore. On aurait aimé vous recevoir ici à Casablanca. Vous parlez de... Ouais, vous parlez de... C'est ça, il y a eu la grève et donc la majorité des vols ont été annulés, mais c'est pas grave, je pense qu'on va se rattraper en juin. J'espère qu'on va y arriver en juin. On va y arriver. Alors, merci à vous et merci d'avoir accepté de faire la communication en live, en distanciel plutôt. Je sais qu'il est un peu tard chez vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on a également parmi nous Si Kamal Bouralem, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de le présenter. Merci Kamal pour ton soutien et pour ton engagement vraiment sincère avec l'AMCAR. Alors, Kamal va essayer de nous faire un état des lieux du TAVI au Maroc. Et le TAVI, on le fait depuis plusieurs années au Maroc. Il y a plusieurs cathétériseurs qui sont excellents dans le domaine. Et d'ailleurs, on a parmi nous aussi Sija Kami, Dr Abbassi, Agznaï. Je suis sûre que vous allez avoir votre mot à dire dans le sujet. Et je suis sûre que la discussion sera très riche et animée par votre présence. Alors, on a aussi, je remercie Dr Agznaï parce qu'il va nous présenter quelques cas pratiques qu'il a fait de TAVI et il va nous parler aussi des complications qu'on peut avoir en posant une valve aortique de façon percutanée. Alors voilà, sans tarder, je vais passer la main à toi, Ahmed, pour nous parler. Le titre a disparu, mais il va parler de la place des GLP-1 dans le traitement du diabète et dans la prise en charge cardiovasculaire. Merci beaucoup, Siham. Vous savez que nous, cardiologues, on a une chance exceptionnelle d'assister à une vraie révolution. On va parler tout à l'heure du TAVI, mais en termes du syndrome cardio-métabolique, on a ouvert une ère nouvelle. On l'a vécu avec tout ce qu'apportent les SGLT2. Et maintenant, on va vivre pendant les prochaines années toutes les innovations et tous les essais thérapeutiques qui vont mettre les GLP-1 agonistes. Et comme nous sommes cardiologues, nous sommes appelés à évoluer, à progresser. Donc, on va s'occuper de plus en plus des diabétiques à risque cardiovasculaire ou qui ont eu un événement cardiovasculaire majeur. Et donc, pour parler de cette thématique de la prise en charge des diabétiques avec pathologie cardiovasculaire, donc j'ai choisi de vous présenter un cas simple, un homme de 56 ans qui a du surpoids, hypertendu, diabétique, dyslipidémique. Et donc, il y a une tension à 132/80, un taux d'hémoglobine glyquée à 6,2, LDL à 1,1 et qui est sous traitement d'hypertension et statine, un traitement habituel. Alors, ce monsieur est un peu préoccupé pour sa santé, il veut faire un peu de sport, s'occuper de sa santé. Mais malheureusement, il fait un infarctus. Il arrive aux urgences et on trouve chez lui une hystémie inférieure. On dilate la droite, qui était obstruée à 90% avec un stent actif, et il a une 50% sur l'IVA, donc pas d'intervention. Et dans le suivi, le cardiologue le voit, il remarque qu'il a du surpoids avec un indice de masse corporelle à 61 kg par mètre carré, à 31 kg par mètre carré, pardon, et un taux d'hémoglobine glyquée à 6,4. Alors, le traitement mis en place, atorvastatin 80, traitement habituel, bisoprolol, aspirine, ticagrelor, metformine. Et le LDL est à 0,7 et la tension est normale. Alors, maintenant, est-ce qu'on se contente de ce traitement-là ou on va aller au-delà pour diminuer les événements ultérieurs
en particulier les récidives de syndrome coronaire ou d'accident vasculaire cérébral. Alors, tout ça va nous amener à parler un peu de physiopathologie du diabète. C'est quoi le diabète pour le cardiologue? Le diabète, c'est un problème de dysrégulation de l'insuline avec une diminution de la sécrétion d'insuline, de l'augmentation de la production par le foie du glucose, de l'augmentation de la lipolyse et d'augmentation d'appétit, ce qui amène bien sûr le surpoids. Alors, il y a une altération de la sécrétion du glycagon et on va le voir, et ça, il faudrait vous habituer à ce nouveau terme, les incrétines. On a une diminution des incrétines, je vais revenir là-dessus. Alors, on a une augmentation de la réabsorption du glucose et une diminution de l'absorption et de la prise du glucose. Alors, c'est quoi un événement cardiovasculaire d'utiliser de préférence soit un SGLT2, soit un GLP-1 agoniste. Si le patient a un haut risque d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale, c'est SGLT2. Si le patient est à plus risque athéromateux, qui a fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral athéromateux, on va plus vers les GLP-1 agonistes. Et donc, aujourd'hui, on voit clairement que quand on est devant un patient diabétique, on va d'abord voir la présentation du patient. Est-ce qu'il a eu un événement cardiovasculaire ou ce patient est diabétique? On va l'évaluer pour voir est-ce que le patient est diabétique ou à risque cardiovasculaire cérébral ou à risque rénal. Puis, on va faire le diagnostic et à partir de là, on va traiter le patient. Et donc, nous avons les deux grandes possibilités thérapeutiques, GLP-1 agoniste et GLT2, qui sont aujourd'hui les traitements, on va dire, les traitements de pointe des maladies cardiovasculaires et diabète. Et on voit en vert à droite, c'est-à-dire que le niveau de recommandation est élevé, niveau de recommandation 1, chez les patients qui ont eu un événement cardiovasculaire. Donc, la préférence va vers les SGLT2, GLP-1 agonistes. Par contre, chez les patients diabétiques à faible risque, on peut donner de la metformine avec niveau de recommandation 2A, donc peut être donné. Par contre, quand le patient est à haut risque, mais n'ayant pas eu d'événement cardiovasculaire, donc à un niveau 2B, c'est-à-dire metformine, SGLT2, GLP-1. Mais j'insiste là-dessus, lorsqu'on a un diabétique qui a eu un événement cardiovasculaire, le niveau de preuve monte parce qu'on a les études, les méta-analyses qui le montrent. Et aujourd'hui, on a un changement de paradigme, un changement de stratégie, c'est-à-dire on a aujourd'hui, au lieu d'aller vers l'hémoglobine centrée, parce que le plus souvent on a hémoglobine glyquée centrée pour les diabétologues, aujourd'hui on va sur une prise en charge personnalisée, centrée sur la personne, centrée sur le risque du diabétique. Donc on se demande, est-ce que le patient est diabétique ou pas? Est-ce qu'il est à risque d'insuffisance rénale ou pas? Est-ce qu'il a eu un événement cardiovasculaire, infarctus, accident vasculaire cérébral? Et à partir de là, on établit la stratégie et on établit, bien sûr, on met en place le traitement. Bien entendu, on va contrôler les éléments majeurs, la pression artérielle, le LDL cholestérol, les agents antithrombotiques, bien sûr, lorsqu'on a eu en prévention secondaire un événement cardiovasculaire, et bien sûr, l'arrêt du tabac et l'éducation du patient. D'aucuns vont dire, cette affaire, est-ce que le cardiologue peut mener cette affaire tout seul? Bien sûr, on est pour la collaboration, mais la collaboration qui doit se baser sur les recommandations scientifiques établies aussi bien par l'ESC que par l'ADA en 2022-2023, qui met en avant les molécules qui vont faire bénéficier le patient sur l'évolution cardiovasculaire. Et donc, on a tous eu, malheureusement, des patients qui ont eu un infarctus, une insuffisance cardiaque, et qui se retrouvent sans ces molécules majeures qui sont là pour la protection cardiovasculaire. Donc, aujourd'hui, on va vers des piliers de la prise en charge du traitement, le contrôle glycémique et le suivi glycémique du diabète, le contrôle de la pression artérielle, le contrôle, bien sûr, des lipides, les statines, qui restent le traitement de pointe, et puis par la suite les étimibes, les PCSK9, et puis on voit le pilier qui vient de s'ajouter, c'est-à-dire, il faut y penser, il ne faut pas enlever ça dans l'esprit, que c'est un pilier important de la maison, tout se tient, c'est les agents qui ont montré un bénéfice sur le système cardiovasculaire et rénal, et les GLP-1 agonistes en font partie, donc nous avons les recommandations qui en parlent. Alors, quand on parle de GLP-1 agonistes, bien sûr, ce sont des molécules qui ont des effets secondaires, comme toutes les molécules. Il est très important, quand on va commencer à en prescrire, en particulier pour les cardiologues, il faut avoir l'esprit préparé pour les prescrire. Le cardiologue peut prescrire
Les GLP-1 agonistes, ça ne pose aucun problème. Il suffit juste d'éduquer les patients. Et dans cette démarche, les laboratoires Novo Nordisk vont nous accompagner sur les premières prescriptions, sur l'éducation des patients. Ça, c'est un élément très important. Donc, on peut avoir, puisque on va ralentir le transit gastrique, on va avoir parfois des nausées, des vomissements, des diarrhées. On peut avoir aussi rarement des hypoglycémies. Lorsque le patient est sous insuline, il faut adapter la dose d'insuline ou du sulfamide. Et puis, on peut avoir quelques réactions au niveau des points d'injection. Ça, c'est important à savoir. Alors, comment éduquer les patients? Il faut, bien sûr, parce que quand on les GLP-1 agonistes, on ralentit la vidance gastrique, donc il faut manger doucement. Deuxièmement, il ne faut manger que si on a faim. Troisièmement, il faut manger de petites proportions. Il ne faut pas s'allonger après avoir mangé. Il faut donc ne manger que si on a la sensation de faim. Et attention à certains aliments qui sont là et qui posent des problèmes et qui vont augmenter les effets secondaires. Et parfois, on a des malades qui disent « je n'ai plus, j'ai des nausées, je ne sens plus l'alimentation ». C'est problématique. Alors, il y a des techniques, par exemple, donner un pansement gastrique avant et après, du Mopral, par exemple, un jour avant, un jour après. Ça, c'est une technique. Il faut laisser 30 minutes entre l'injection et la prise de repas. Il faut manger de petites quantités et puis faire attention, bien sûr, quand la personne vomit, à mettre des antiémétiques. Et attention à l'hydratation. Il faut bien hydrater les malades et manger en petite quantité. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui que les GLP-1 agonistes font partie intégrante du traitement. Le laboratoire Novo Nordisk m'a chargé de vous donner des numéros de téléphone. Et donc, à chaque fois que vous prescrivez GLP-1 agoniste, il y a une équipe qui va vous accompagner sur l'éducation du patient, sur le suivi des patients. On commence par 0,6, puis on va passer à 1,2, puis 1,8 selon la tolérance du patient. Et donc, aujourd'hui, ce sont des molécules majeures. Alors, je vous rappelle aussi que cette voie des GLP-1 agonistes, c'est une voie de présent et d'avenir. Il y a d'énormes études qui arrivent. On a vu des études sur l'Alzheimer, il y a des études sur le rein. Donc, c'est vraiment, on est en plein dans le présent et l'avenir. Et donc, à vous de faire bénéficier la médecine de 2024. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On sait très bien que c'est un peu difficile pour les patients de supporter les effets secondaires des GLP-1. Et il y avait un petit conseil de la part d'un diabétologue, c'est que d'éviter la consommation de fructose et tout ce qui est sucré durant les 3 premières semaines. Ça aide les patients et bien sûr, ça aide à adhérer au traitement. Et on a vu qu'il y avait pas mal de résultats sur la perte de poids et bien sûr sur la régularisation de l'hémoglobine glycée. Exact. Alors, j'ai une question pour toi. C'est évident quand on a un patient qui a déjà fait un événement cardiovasculaire, là, la question ne se pose pas. Donc, on a à choisir entre les 2 nouveaux antidiabétiques. Mais quand tu as un diabétique qui cumule plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, on est en prévention primaire, notamment l'obésité. Est-ce que tu n'es pas tenté de démarrer le GLP-1? Alors, pour le Victoza, l'eraglutide, c'est plutôt chez le diabétique en prévention secondaire. Et d'ailleurs, l'étude leader a été faite en prévention secondaire. En prévention primaire, aujourd'hui, on a dans le monde de l'obésité plusieurs études qui vont arriver. On a vu les cardiologues sont appelés de plus en plus à s'occuper des obèses. On a eu 2 grandes études ces 2 dernières années. On a eu l'étude de STEP-HF sur la sémaglutide à la dose de 2,4 chez l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée non diabétique. Et on a eu à la CC récente la publication du groupe diabétique. Et donc, il y a un bénéfice constant. Le fait de baisser le poids, ça c'est important, améliore les capacités fonctionnelles plus que n'importe tout autre médicament. Ça c'est incroyable sur l'échelle CANSAS, donc c'est extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui la semaglutide